Zulf Lawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question d'islam de France et du Maroc. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain et journaliste Sadek Hadji. Sadek, bienvenue dans Graffiti. Merci, bienvenue. Marhaba bik, voilà. Merci. Et donc, toi, tu as écrit un livre il y a déjà quelques années intitulé Voyage dans la France musulmane, publié, je crois, aux éditions Plan. Oui. Et il est toujours d'actualité, ce livre, n'est-ce pas? Bien sûr. Il est toujours d'actualité parce que l'islam est d'actualité, est d'une actualité brûlante en France depuis des décennies maintenant. Et quand on a pris la décision d'écrire ce livre, c'était au moment où il y avait un débat très intense en France sur la présence de l'islam en France. C'était au moment où on a commencé à légiférer sur la question du voile. C'est un débat qui revient là. Le président de la République en a parlé cette semaine. Et donc, on s'est dit, voilà, la France traverse ou connaît une transformation profonde sociologiquement et que les Français, à l'époque, maintenant les choses changent, ne voulaient pas voir qu'on peut s'appeler Mohamed tout en étant français oui. Ou Youssef, ou Nordine, ou tout du moins de culture musulmane, pas forcément musulmans pratiquants. Et donc on avait décidé de faire une enquête dans toute la France pour voir qui sont ces nouveaux Français qui sont musulmans et quel est leur rapport à la fois avec la République et en même temps avec la religion. Et on a dépassé le cliché du musulman fatalement intégriste ou forcément pratiquant pour aller voir l'athée, l'intégriste, le non-pratiquant, le pratiquant normal, le traditionnaliste, loin de tous les... Et l'objectif était de faire un panorama, si vous voulez, une photo, une image de à quoi ressemble cette population que officiellement compte 5 millions, 6 millions, mais ce chiffre on le donne depuis 20 ans, alors que moi, personnellement, je pense qu'il dépasse les 7 millions, 8 millions, ça veut dire une partie assez importante de la population française. Et donc on a essayé de faire une photo de cette population, ça veut dire avec ses différences, avec ses antagonismes aussi, avec ses divergences, avec ses paradoxes, et c'était ça l'objectif. Et donc toi, en tant qu'auteur, hein, co-auteur de ce livre que tu as publié donc avec Stéphanie Marteau, oui. Donc qu'est-ce qui t'avait à l'époque le plus marqué, hein, si on peut synthétiser un petit peu? C'est-à-dire que quand je suis parti sur le terrain, parce qu'il y avait un voyage, on a voyagé vraiment, on a passé des mois et des mois dans toutes les villes de France, de Strasbourg à Lyon, jusqu'à Marseille, Dijon, Mulhouse, etc. C'est cette différence, c'est cette diversité des musulmans de France. Les médias, en général, en France, donnent une image figée de cette population. Alors qu'on peut rencontrer quelqu'un qui s'appelle Abdullah, qui est au coin du bar, en train de boire. Ou on peut rencontrer un autre Abdullah qui est devant une mosquée. Tout à fait. Et ce sont ces différences qui m'ont frappé. J'ai rencontré des cas exceptionnels. J'ai rencontré une femme qui était mariée avec un Chinois, et donc bouddhiste, et elle était musulmane, oui. Et ses enfants, il y en a, sont catholiques. C'est extraordinaire. Il est d'origine algérienne d'ailleurs. Et c'est extraordinaire de rencontrer une famille où le père est chinois. La maman est pratiquante musulmane. Oui, il fait Ramadan, il fait l'Aïd, etc. Et il a des enfants qui ont choisi d'être catholiques et tout se passe bien. C'est extraordinaire. Et vous avez des cas, beaucoup de cas comme ça, pas aussi extrêmes, mais vous avez beaucoup de familles où il y a beaucoup de musulmans en France qui sont convertis au catholicisme. Il y a des Français de souche qui sont convertis à l'islam. Et donc, ça fait partie de cette image. Ce qu'on a essayé de briser, c'est... Donc, Cédric, en réalité, ton livre, il est venu un peu contrecarrer les stéréotypes. Hein, les stéréotypes qui, je rappelle, sont toujours là, ils courent toujours. Hein. Tu as parlé tout à l'heure des médias, hein, des médias en général. Le rapport des médias avec l'islam est assez biaisé, n'est-ce pas, jusqu'à aujourd'hui? Exactement. Je parle des médias français. Oui, bien sûr. Et je pense que ça fait du tort à la fois à la République et en même temps à ces populations-là. On ne peut pas dire que ces 7 millions d'hommes et de femmes se ressemblent ou pratiquent tous. C'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Sinon, il aurait fallu construire des centaines de mosquées pour qu'ils puissent. Et puis, leur pratique est différente. Il existe certainement des mouvements intégristes et radicaux. Ça existe dans les banlieues. Il existe des gens. L'islam politique existe en France. Mais comme il existe aussi des musulmans qui sont athées. Et ceux-là, on ne les voit pas à la télévision. Ça, ils ne s'expriment pas, en tout cas rarement. Hein. On ne les présente pas, on ne leur donne pas la parole. On ne leur donne pas la parole, comme s'ils n'existent pas. Alors qu'il existe, j'en ai rencontré beaucoup. J'ai rencontré des jeunes issus de l'immigration qui sont à l'extrême gauche, d'autres qui ont pris leur distance avec pour une raison propre à eux. Et comme il existe des pratiquants dits modérés ou qui ont un rapport plus culturel que forcément religieux, recherché avec l'islam. Donc, cette complexité, les médias en France évitent cette complexité. On en parle de l'islam ou de ces populations-là, que fatalement, terroristes en puissance. Toujours sous l'angle du problème, on va dire les choses comme ça. Mais tu viens de le dire, il y a quand même une apparition de cette mouvance violente. Ça existe. Elle existe. Tu situes, toi, Sadek, l'apparition en France de cette mouvance vers quelle année? Peut-être. C'est les années 90. D'accord. C'est les années 90. Je me rappelle d'un événement qui a frappé l'opinion publique en France, c'est l'affaire Kalkal. Kalkal, oui. Ce jeune qui a été assassiné par les forces de l'ordre. Et on a commencé à parler de l'existence en France de l'islamisme radical. Ce que je voulais vous dire, c'est que comme la France est un pays musulman par la présence d'une population que je chiffre à 7 millions à 8 millions. Fatalement, il est traversé par les mêmes courants qui traversent l'islam partout dans le monde musulman. Et quand l'Algérie a commencé à être traversée par le radicalisme et par le terrorisme musulman, en France, ces mouvances-là se sont retrouvés en France. Et on les trouve de la même manière qu'on les trouve au Mali ou en Mauritanie ou ailleurs. Les mêmes courants qui traversent l'islam ici, les traversent ailleurs. Comme les mêmes mouvements modernistes et laïques existent aussi au sein des populations musulmanes en France. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens issus de l'immigration, les gens qui sont français, tu viens de le dire, ne se réfugient pas dans l'islam pour se créer une identité? Bien sûr. Est-ce que justement les problèmes sociaux, le fait qu'ils n'arrivent pas à trouver une place dans l'establishment français, est-ce que l'islam ne devient pas une identité? L'une des explications de la réislamisation, si vous voulez, de la jeunesse des banlieues ou de la jeunesse issue de l'immigration musulmane, c'est une recherche, c'est une perte d'identité, une recherche d'une autre identité. Le rejet dont ils souffrent dans cette société-là les pousse à puiser leur force dans la foi. Et en faisant cela, ils tombent dans le piège des radicaux. Les radicaux politiques, je bien parle. Sûr, bien sûr. Ont flairé ce tuyau et ils ont compris que les jeunes souffrent d'un problème identitaire et qu'il aurait plus facile pour les jeunes de retrouver une identité dans des références religieuses. Et les radicaux se jettent et en brigade, ces jeunes, ils tombent dans le piège des radicaux en cherchant une identité. Au départ, ce n'est qu'une recherche identitaire. Mais après, on se retrouve dans les mosquées, et puis après, on va croiser un salafiste qui a d'autres objectifs, qui est dans un autre optique. Et là, on travaille le jeune, c'est la raison pour laquelle on les trouve au Pakistan, en Afghanistan, un petit peu. Cédric, est-ce que tu as une idée de ces filières qu'on peut donc situer effectivement dans ces pays-là? Même au Mali, on a eu des cas de Français qui sont allés se battre. Est-ce que c'est des filières organisées? Est-ce que c'est l'appui de certains pays, dont on dit des pays du Golfe? Est-ce que surtout c'est des gens qui se font donc une activité à cause de ce malaise social, identitaire? Oui, ils profitent du malaise. Effectivement qu'il existe des filières. Sinon, on ne peut pas trouver des jeunes qui ont 20 ans, 19 ans, surtout de la banlieue. Et vous connaissez un petit peu quels sont leurs rapports avec tout ce qui est savoir, etc. On ne va pas les retrouver comme ça du jour au lendemain
au Pakistan, en Afghanistan, ou voire même dans d'autres, ou en Turquie ou ailleurs. Donc il y a bien des. Ce qu'il faut dire, c'est que ces filières-là, ils sont pas vraiment, c'est pas des masses. Hein. Vous avez quelques dizaines par ici par là qui sont efficaces et que conditionnent les jeunes. Et ils existent ces filières-là. Ils peuvent être financés par quelques pays par ici par là, sans accuser ces pays-là d'être derrière. Peut-être c'est pour faire propager leur pensée. Et tous les pays souhaitent propager des pensées. Il y a des pays dans le Golfe qui veulent propager une forme de l'islam, une pensée de l'islam. Mais malheureusement, cette pensée-là glisse vers des pratiques qui peuvent être dangereuses. Ces gens-là, hein, ces jeunes hommes, hein, embrigadés dans les banlieues françaises, sont parfois aussi des Français de souche. Oui. Bien sûr, beaucoup comment on peut l'expliquer à ce moment-là? Beaucoup de convertis. Il y a des conversions, c'est la fréquentation de musulmans. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans une recherche spirituelle. Il y a le manque de l'activisme d'autres religions, etc. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui expliquent. Il y a beaucoup d'éléments, ça. bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a des éléments à la fois subjectifs et objectifs. La personne qui est dans une recherche spirituelle, il trouve quelqu'un qui lui explique certaines choses. Mais il y en a qui se convertissent d'une manière light, je veux dire, d'une manière assez spirituelle. Et vous avez beaucoup de... Et qui restent dans le domaine religieux et qui ne deviennent ni activistes ni rien du tout, bien sûr. Il y a des jeunes... Je prends un exemple, un soufi, Abdelmalek, ce rappeur de Strasbourg, mais qui a un rapport avec la religion qui est très, très spirituel et qui n'a rien à voir. Il y a un autre philosophe dont j'ai oublié le nom, assez connu, et qui s'est converti lui aussi, mais qui a un rapport... Comme vous pouvez trouver. Là, c'est peut-être des recherches spirituelles. Hein. En revanche, l'islam peut apparaître, y compris pour les Occidentaux, comme un dérivatif face à un monde jugé injuste, détenu par la finance internationale, par la complotite, par les lobbies. Il y a ça parce qu'on dit que l'islam est la religion des pauvres. On le dit, et c'est une réalité d'ailleurs, parce que bon, le pauvre, il a à quoi s'accrocher dans cette histoire. Il y a aussi un autre élément que j'ai découvert, c'est que le fait que cette religion soit souvent invectivée, montrée du doigt, ça pousse c'est presque une réaction. C'est une réaction. C'est une réaction des plus faibles par rapport aux plus forts. Par rapport à quelque chose que beaucoup d'hommes et de femmes considèrent comme injuste. Pourquoi on en veut toujours à ces gens-là? Pourquoi ils sont toujours traités négativement? Pourquoi? Et donc il y a beaucoup de convertis qui sont arrivés à l'islam par ce biais-là, par ce constat. C'est-à-dire, c'est par réaction donc à cet establishment, bien sûr. Donc qui stigmatise toujours cette communauté musulmane. Et pourtant, il y a d'autres aussi intellectuels qui disent que l'islamisation proclamée ici et là de l'Occident est un mythe. Parce que proportionnellement, c'est infiniment peut-être petit, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr que ça reste l'islam, il reste minoritaire, mais devient la deuxième religion de l'Europe. Et l'islam, la présence de l'islam sur le sol occidental depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui a changé le visage, il faut le dire ça aussi, a changé le visage de l'Europe. Le visage de l'Europe n'est plus celui des années 60. Vous allez tout à fait, mais l'Europe, c'est-à-dire a changé sur tous les plans. Hein. Regardez les équipes de football européennes. Hein. Est-ce qu'on voyait dans les années 70 des joueurs de couleur noire? Personne. Il n'y avait aucun joueur. Donc dans tous les domaines, ça a changé. Mais quand vous me parlez de la présence de l'islam, dans tous les cas de figure sur le sol européen et sur le sol français en particulier, puisque la France compte le plus grand nombre de musulmans dans toute l'Europe, y compris par rapport à la Grande-Bretagne, cette présence, je trouve normal qu'il y ait un débat autour. Mais bien sûr. Parce que ce n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose de fond qui est en train de se passer dans ce pays-là. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, moi, dans les années 80 en France, les Français ne connaissaient pas la fête du sacrifice ou l'Aïd. Maintenant, tout le monde sait le jour de l'Aïd, tout le monde en parle. Les Français ne savaient pas Ramadan. Maintenant, tous les Français connaissent le rite. Donc la pratique de la religion musulmane est devenue visible en France. Il est de plus en plus visible. Il est de plus en plus visible, mais
accompagné, cette visibilité s'accompagne toujours avec un débat qui est des fois passionné, alors qu'à mon sens... Un débat peut-être politicien, très, politicien, très entretenu par l'extrême droite aussi. Par les extrêmes qui profitent de la peur que peut apporter une religion considérée en tant que telle comme fondamentalement terroriste. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de courant. Mais bien sûr. Mais que dire d'une pensée spirituelle, globale comme ça, qu'elle est foncièrement porteuse, violente en elle-même de la violence, à mon sens, c'est pas vrai. C'est pas qu'il y ait des éléments, qu'il y ait des courants, qu'il y ait des mouvements, c'est incontestable. Ceci dit, toutes les religions ont leurs extrémistes, même s'ils ne passent pas tout le temps et le à la violence. Hein, le christianisme, on en a connu pendant des siècles et des siècles des courants violents. Même les bouddhistes qui sont réputés pacifistes sont en train de massacrer les musulmans quand même en Birmanie. C'est un fait d'actualité qui est malheureusement pas vraiment traité par les médias internationaux. Mais aujourd'hui, Cédric, donc 13 ans après la parution de Voyage dans la France musulmane. 8 ans, 2005. Ah oui, 2005, d'accord. Ça fait donc 8 ans. Oui, exactement. Ça fait 8 ans. Et donc, fondamentalement, à ton avis, qu'est-ce qui a changé en dehors du fait que l'islam devienne visible et qu'il soit entretenu généralement par les politiques un peu extrémistes, les politiques, bien sûr, françaises? Je pense que dans le fond, la société française commence à accepter la présence de cette religion sur son territoire. Je trouve aussi normal que dans un pays qui a une histoire avec la religion, vous savez, la France d'aujourd'hui est bâtie sur la guerre avec l'Église. Et donc c'est un soulèvement vis-à-vis de l'Église, le tiers-État, etc., qui fait que la France d'aujourd'hui est ce qu'il est. Donc il y a toujours cette crainte, cette méfiance vis-à-vis du religieux. Le Français, entre guillemets, il a toujours bouffé du curry, comme on dit. C'est l'histoire de France. Bien sûr. Mais depuis les dernières années, on constate par exemple la construction de mosquées un peu partout en France. Vous avez une grande mosquée à Marseille qui est en train de se construire, une autre à Lyon, à Strasbourg, dans la banlieue parisienne, à Paris même. Et les Français commencent à accepter la présence de cette religion. Cela se passe bon an, mal an. Je dirais bien, mais ce qui... tu penses que la chose conflictuelle, c'est l'exploitation politicienne. Mais il y a des sondages, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, il y a 3 mois, un sondage donnait une grande proportion de Français qui avaient quand même peur de l'islam en tant que religion. Est-ce que c'est dû aux médias? Est-ce que c'est dû à ces pratiques extrémistes qui existent? Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a des problèmes sociaux, en fait? C'est un peu la peur de l'étranger, en réalité. Tout ce que tu dis, tout ça est vrai en même temps. Il y a les médias qui ont une responsabilité immense dans cette histoire, immense. Vous savez j'avais réservé un chapitre, et je pense le seul livre, mais on n'en a pas parlé beaucoup, j'ai réservé un chapitre sur le rapport des médias avec ces populations-là. Et je me suis rendu compte dans mon enquête qu'il y a un divorce entre ces populations-là et les médias, parce qu'ils considèrent que les médias ne traitent pas objectivement ce genre de questions. Et vous savez, bon, si j'en reviens, combien de fois il y a eu des montages, des reportages bidons sur des sujets aussi sensibles que ça. J'en ai cité énormément. Et donc, les médias, ils portent une responsabilité immense dans cette histoire. Mais les médias Sadqa, en réalité, les médias français, en général, peut-être que j'exagère un petit peu, ne traitent pas de ces questions, pas seulement de l'islam. L'étranger en général, dans les médias français, n'est pas traité. Même les autres religions, il y a par exemple les témoins de Jéhovah, il y a d'autres religions un peu minoritaires, il y a même la présence culturelle des étrangers en France qui n'est pas souvent traitée dans les médias classiques de la France, même si en réalité c'est un vécu français. Mais bien sûr c'est un vécu français. Le problème c'est quand les choses sont traitées sous un prisme négatif ou sous un angle toujours... de tension. C'est là où ça pose problème. C'est pas c'est-à-dire à chaque fois qu'on aborde ce genre de questions, on les aborde comme comme quelque chose menaçante,
comme quelque chose qui pose problème, quelque chose qui ne peut jamais être soluble. Je reviens à ce que je t'avais dit tout à l'heure. Oui. C'est comment se fait-il que des éléments issus de ces populations-là, qui sont porteurs d'un autre message, laïques, ils existent. Bien sûr. Qui sont des militants athées, ils existent. Pourquoi ces éléments? Et qui ne sont pas forcément des gens qui vont dénigrer une religion ou une autre. C'est des gens qui ne demandent que de vivre, qui ne demandent que le respect de l'autre. Et pourquoi ces gens-là ne sont pas présents dans les plateaux de télévision, ne sont pas pour donner une autre image, pour donner... Tu penses donc qu'il y a un plan fait à dessein, ou bien c'est un manque... Je ne vais pas très loin. C'est le sensationnel qui fait vendre. C'est la facilité, c'est la peur. La peur fait vendre. Toi, tu écris un livre, moi j'en ai écrit, et les éditeurs et tout le monde le savent. C'est que pour vendre, il faut la peur. On ne parle jamais du train qui arrive à l'heure, on parle que du train qui arrive en retard, etc. Mais là, le problème, c'est qu'on joue avec un sujet très sensible, très, qui peut transformer le pays, qui peut pousser le pays qui peut générer encore d'autres problèmes, alors que effectivement un traitement d'une autre manière pourrait régler les problèmes et faire avancer la cohésion de la société. Et d'ailleurs, dans sa dernière intervention, le président français, François Hollande, plaide un petit peu cette voie, pas seulement par rapport à cette question de la laïcité, mais même cette question du vivre ensemble. Alors qu'il y a des voix qui demandent déjà en France une nouvelle loi, par exemple, sur le voile. Lui, le président de la République, il est pour. Maintenant, c'est toujours compliqué. Hier, d'après ce qu'il a dit hier, il y est pour de revoir, de voir un petit peu cette histoire à travers un problème qui s'est posé dans une crèche. Et il considère que à partir du moment où des entreprises, même privées, quand ils bénéficient des subventions publiques, doivent... La loi devrait s'appliquer. Devrait s'appliquer aussi dans ce genre d'espace. Le problème, c'est que quand vous commencez à légiférer un peu sur tout et n'importe quoi, vous ne savez pas où vous allez y aller. Je prends un exemple. Vous avez les crèches qui bénéficient des subventions, dans laquelle la loi sur la laïcité va être appliquée. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va créer des crèches privées où il y a des femmes voilées, etc. Et c'est le communautarisme lui-même qu'on est en train d'encourager. En fait, on n'apporte pas de solution. En fait, on creuse encore le clivage et on sépare les communautés. Bien sûr, c'est compliqué. Je dis pas que c'est facile, mais je dis que l'approche doit être d'abord dépassionnée. D'abord dépassionnée. D'abord, c'est la première chose. C'est-à-dire, c'est un débat qui mérite d'être approché, qui mérite d'être abordé d'une façon apaisée, d'une façon dépassionnée, et de poser tous les éléments sur la table d'une façon assez objective. Moi, en tant que quelqu'un issu d'une culture musulmane, écoutez, moi, des fois, je me trouve choqué de voir des femmes habillées en burqa. Ça me choque. Mais bien sûr. Ça me choque. Bien sûr. Cela dit, je ne vois pas derrière cette femme une terroriste potentielle. Potentielle, voilà. Il me dérange. Elle n'est pas automatiquement terroriste, bien sûr. Bien sûr, mais pas forcément. Et puis, peut-être qu'un débat, qu'une discussion dépassionnée, apaisée avec ces populations-là, essayer de les soustraire de ces mouvances extrémistes. Mais c'est-à-dire là, ce que tu dis est fort intéressant, puisque tu dis que toi-même, issu d'une culture musulmane, tu es quand même un peu heurté par cette image. Bien sûr. Le français moyen va l'être encore plus, n'est-ce pas? Je le comprends, tout à fait. Je ne dis pas le contraire. Mais moi, en tant qu'homme de médias, et en tant que moi, toi, les autres, il est de mon devoir d'éclairer ce Français et de lui dire, effectivement, je suis d'accord, je ne dis pas que non, je suis d'accord qu'une telle image te heurtera comme il me heurte, mais cette femme-là, peut-être il est dans une recherche, il est dans une démarche un petit peu identitaire qui n'est pas... Et que si tu la pousses dans les bras de ces mouvements extrémistes, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution. Tout à fait. On fait juste une petite pause publicitaire et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain
et journaliste Sadr Haji. Sadr, donc, on parlait donc de ces tenues vestimentaires féminines qui arrivent en France. Au masculin aussi, effectivement. On en parle pas beaucoup. Etc. Tout à fait, tout à fait. Mais ces tenues, en réalité, n'ont pas existé ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie, n'est-ce pas? Ce sont des tenues en partie importées de chez les Pashtuns afghans. Oui. Et donc, ils n'ont rien à voir, mais strictement rien à voir avec la tradition, y compris religieuse dans les pays d'Afrique du Nord. Ce sont des tenues qui arrivent d'Afghanistan, d'autres, des pays du Golfe, qui sont d'inspiration wahhabite et qui n'ont strictement rien à voir avec, et qui n'ont aucun justificatif, ni aucune notion religieuse. Et combien même, après, le français ou l'américain n'avait pas le costume il y a 3 siècles. Voilà. Tout ça, nous sommes dans le monde bouge. Et si je vois l'image du français du XVIIe, XVIIIe siècle, il n'y a pas le sabot, on n'est plus dans les femmes avec des robes. Vous savez qu'en France, il y a 2 semaines, 3 semaines, la femme, dans le code civil, il lui était interdit de porter le pantalon. Tout à fait. Ce texte est resté. Et ça, il faut le dire aux gens, pour que les musulmans comprennent aussi que la femme en France a vécu les mêmes dominations, les mêmes interdictions, les mêmes injustices que la femme. Mais peut-être qu'après le bon sens, après le dessus. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, par exemple, l'élite musulmane, y compris les théologiens, de dire ce que tu es en train de dire avec courage, de dire que ces tenues n'ont pas en réalité de justificatif sérieux de religieux. Il y en a qui le disent. C'est vrai. On ne les entend pas en tout cas. On ne les entend pas. C'est ça le problème. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on dit, bien sûr. On ne les entend pas. Mais moi, ici, là, dans ce plateau, je n'ai pas envie de dire je suis de culture musulmane. Je suis foncièrement laïque. Et je n'ai pas envie de dire quelle est ma pratique religieuse. Mais bien ça sûr. ne concerne que moi. Bien sûr. Ça ne concerne que moi. Et nous sommes nombreux comme ça dans ce pays-là. Mais le problème, c'est que sur les plateaux de télévision, on n'est pas nombreux. On est très minoritaire. C'est ça la problématique. Parce que peut-être que l'islam gagnerait à être réformé. Et ça serait un atout pour l'islam. Il y a bien des logiques. Il y a bien des cerveaux en territoire musulman qui pourraient apporter un plus. Qui pourraient dire que l'islam, comme toutes les religions, c'est peut-être d'abord l'amour de l'autre, la tolérance, la solidarité. Mais bien sûr, mais en même temps, il n'y a pas si des textes qui régissent. Je ne parle pas des spirituels. Les spirituels, c'est autre chose. Mais des textes qui régissent la vie quotidienne des gens, la charia, comme on dit. Oui. S'ils sont figés, s'ils ne bougent pas, ils sont condamnés fatalement à la disparition. Parce que le comportement des hommes et de femmes bouge, change, se transforme. La preuve en est que qui aurait pensé qu'aux Pays-Bas, il y a 50 ans ou 60 ans, on verrait un musulman dans la rue. Les Hollandais n'en ont jamais vu. Tout à fait. On peut dire que les Français, ou alors ils ont fréquenté un islam asiatique, mais pas un islam maghrébin. Et que maintenant, et donc si ces changements existent, tout change. Le rapport avec l'autre, et donc les principes qui régissent les rapports doivent changer. Et donc, rien ne peut être figé, rien ne peut être gravé dans le marbre quand il s'agit de textes qui régissent le mode de vie des hommes et des femmes. Est-ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que ce qui se passe dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, donc il y a eu la chute de régimes autoritaires, c'était le cas en Tunisie, en Égypte, et puis donc il y a eu des élections que les islamistes ont gagnées. Oui. Est-ce que tout ce qui se passe dans ces territoires va inévitablement influencer les banlieues françaises? Je pense tôt ou tard, peut-être pas tout de suite. Oui, mais j'ai une réflexion sur cet aspect des choses. Oui. Je crois que ce qui se passe dans ces pays-là, en Tunisie et en Égypte en particulier, est en train d'alimenter un débat sain, en fait. Sain, de dire, bon ben voilà, vous avez une orientation comme celle-là, vous avez mais moi j'en ai une autre et je vous demande de la respecter. Je vous demande de respecter mes orientations, puisqu'on est sur le terrain politique. Tout à fait. On est sur le terrain politique et que donc, vous pouvez vous exprimer comme vous voulez, mais
permettez à moi de m'exprimer aussi comme je veux, sans que pour autant l'un coupera la tête de l'autre. C'est-à-dire que le débat doit être démocratique, puisque vous avez accepté ce jeu-là. Et que donc, il faut que les principes qui garantissent le débat démocratique soient respectés. Est-ce qu'on peut dire que justement, on est dans ce chemin? Parce que malgré les problèmes, il y en a à l'appel, parce qu'il y a d'abord les problèmes économiques, mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quand même une petite intrusion du débat démocratique? Donc, ne serait-ce que dans les médias, ne serait-ce que dans certains cercles. Oui, bien sûr. Bien évidemment. Vous parlez des pays arabes. De Tunisie, d'Égypte. Bien sûr que tout ce qui se passe dans ces pays-là, c'est vrai que c'est regrettable. Il y a des fois, c'est regrettable d'arriver là. Mais en même temps, il y a cette lueur d'espoir, qu'il y a un débat qui s'instaure, en Tunisie en particulier, et qui est très riche parce que vous avez. Mais ce qui est regrettable, et c'est ça le problème, c'est que vous avez des mouvements qui sont arrivés au pouvoir, je parle de Nahda, pour être très clair, des frères musulmans en Égypte, et qui considèrent l'autre, quand il se pose en contradiction, comme ennemi. Ennemi, oui. Mais tout le problème, c'est que les hommes et les femmes qui ont fait des révolutions dans ces pays-là, c'est pour créer une césure ou une frontière avec une structure de pensée qui a produit les rapports de domination et qui a refusé à l'autre le droit à l'expression et à la différence. Oui, bien sûr. Et à la différence. L'on ne peut pas arriver à une société démocratique sans accepter la différence, sans accepter le point de vue différent. Mais c'est-à-dire peut-être que justement la démocratisation, la démocratie est un lent apprentissage. Peut-être que ces pays-là sont dans un apprentissage et peut-être un apprentissage sain. Bien évidemment. Malgré les heurts, hein, malgré les problèmes. Les problèmes existent. Je le disais tout à l'heure, les problèmes économiques sont une barrière pour l'avancée démocratique réelle aussi. Hein. Les choses ne se font pas du jour au lendemain, surtout quand il s'agit de... Vous savez, dans les pays arabes, les historiens le savent, jamais c'est notre destin. Dans les pays arabes ou arabo-musulmans, puis bon, voilà, puisque le Maghreb aussi est devenu par la suite, malgré sa composante berbère assez importante, sous influence de cette pensée-là, tout à fait, où l'autre n'existe pas. La différence a été occultée. Le fait de considérer que la différence est une partie de la vérité. C'est un principe fondateur de la démocratie. C'est quand l'autre est différent, il faut penser que dans sa différence, il porte quelque chose. Personne ne détient la vérité absolue. Tout à fait. Et ce qui se passe en Tunisie, en Algérie et en Égypte, c'est ce qui est dommageable, mais c'est le débat, comme tu dis. C'est que ces partis qui sont arrivés au pouvoir refusent à l'autre le droit à la différence. Disent qu'à partir du moment où tu me critiques, tu es l'ennemi de la nation. Ce n'est pas ça l'objectif. En fait, ils reproduisent un petit peu ce que disaient les régimes autoritaires qui étaient souvent nationalistes. Exactement. Hein, n'est-ce pas? Exactement. À partir du moment où tu n'es pas d'accord avec moi, où tu me critiques, tu es l'ennemi de la nation, tu es l'ennemi de la révolution. Dans certains pays, on va vous parler de la main de l'étranger. C'est classique, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils disent. C'est ce qui se dit maintenant. Si vous allez voir, il faut le dire clairement, c'est le discours dominant chez les partis au pouvoir en Égypte et en Tunisie, c'est à chaque fois quelqu'un porte la critique, on lui dit vous êtes à la solde de mécréants, de gens de l'étranger, de forces extérieures, etc. Alors qu'il y a des gens qui même les médias français sont un peu stigmatisés, y compris par le président tunisien, qui n'est pas islamiste. Mais peut-être que là, il peut avoir un peu raison, dans la mesure où il y a quand même des problèmes qui ne sont pas saisis par l'intelligentsia européenne dans leur réalité concrète. Voilà. Parce qu'il y a une pensée occidentale qui voudrait que la Tunisie devienne tout de suite un pays occidental. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Il faut du temps. Le problème des médias occidentaux, c'est la simplification des choses et le sensationnel. C'est-à-dire que quand les situations complexes,
On n'essaie pas d'aller voir le complexe. On n'essaie pas d'aller au fond du problème. Oui, en fait. Que la Tunisie traverse des moments difficiles et violents des fois. Il y a eu un mort il n'y a pas longtemps, M. Blade, etc. Et tout ça. Mais ça serait bien aussi de montrer qu'il y a un débat en Tunisie, qu'il y a un débat, et un débat très riche. Et que la liberté d'expression existe. Et que dans tous les cas de figure, et ça c'est pas à moi de le nier, que l'islamisme politique constitue un élément du débat politique, c'est une réalité. On ne peut pas faire fi et avec un coup de crayon, les éliminer comme ça n'est pas possible. Et c'est ce que... Tout à fait. C'est ce que les médias français font. Il y a des intellectuels qui sont issus de ces territoires, hein, de cette Afrique du Nord, qui disent que l'islamisme politique ne peut être vaincu en réalité que par la démocratie, mais que ça va prendre du temps. C'est inévitable. Je le crois. Je crois que l'islamisme politique ne peut être réduit que dans le débat politique, que dans la confrontation des idées, que dans la pratique même des convictions de chacun. Mais ça prendra effectivement du temps. C'est normal que ça prendra du temps. Maintenant, il est de mon droit de dire aujourd'hui, ou tenant de l'islamisme politique, laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi parler. Pas laissez-moi, j'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit de penser autrement. Tout à fait, tout le monde a le droit de s'exprimer, même si l'expression à travers les urnes a donné un avantage aux islamistes. Mais c'est prévisible en réalité. Bien sûr. Mais est-ce que, Sadr, tu penses que dans 5 ans, dans 10 ans, les urnes donneront les mêmes résultats en Égypte et en Tunisie? C'est une question un peu difficile. Oui, c'est de la politique fiction. C'est de la politique fiction en quelque sorte. Sincèrement, je ne le pense pas. Franchement, je ne le pense pas. À moyen terme, je ne le pense pas parce que je vois un petit peu ce qui se passe actuellement en Égypte. Ce qui se passe, vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé en Égypte et qui est passé à côté des observateurs. Pour la première fois, vous avez un mouvement salafiste qui prend ses distances avec les frères musulmans parce qu'il en demande davantage. Et vous avez toute une population qui attend des réponses concrètes à leurs problèmes. À leurs problèmes du quotidien, bien sûr. Et sociaux, etc. Et que donc, toutes ces promesses que ces mouvances-là, écoutez... en fait, ces mouvances n'ont pas solution aux problèmes réels de la vie. Ce sont des mouvances qui sont capitalistes dans la pensée économique et sociale, et qu'il n'y a pas vraiment autre chose. Maintenant qu'il n'y a plus de sadaqa, comme on dit, qu'il n'y a plus de charité, et on ne va pas jouer les associations, que maintenant c'est l'État, vous incarnez l'État, et donc les gens demandent du travail, ne demandent pas la zakat, demandent autre chose. Bien sûr. Et là, ils sont devant le fait accompli, ils sont face au pied au mur, comme on dit, et je pense, il n'y a pas de solution. En Tunisie, c'est frappant, c'est flagrant en Tunisie. En Tunisie, les Tunisiens, ça fait 2 ans qu'ils attendent, ils ne vont pas attendre 10 ans. Et je ne vois pas quel est ce projet de société que Ennahda porte et qui va porter des solutions aux Tunisiens. Qui va les maintenir au pouvoir. Donc en réalité, ce mouvement religieux et politique à la fois risque de perdre les prochaines s'il ne se maintient pas par la force. Surtout, s'il ne se maintient pas par la force. C'est ça le danger. Est-ce qu'il pourrait se maintenir par la force? Difficile. Ce n'est pas évident dans le cas de la Tunisie, ni même de l'Égypte. Ce qu'on a oublié peut-être de dire, c'est que en face, l'alternative démocratique qui pourrait exister est encore en chantier. Parce que les acteurs qui sont dans ce domaine sont ultra divisés aussi. C'est un peu classique. L'Algérie elle-même a vécu cela avant l'arrêt du processus électoral. Donc tous les gens qui se proclamaient de la démocratie n'arrivaient pas à s'unir autour d'une idée force. Ce que les islamistes ont réussi en revanche. Oui, c'est clair. Ça, il n'y a pas de mystère là-dessus. C'est que... mais parce que les islamistes actuellement, c'est pour la première fois qu'ils sont au pouvoir. Voilà, ils ne sont plus des mouvements pour chasser. Ils ne sont pas dans la contestation. Ils ont le pouvoir en main. Ils sont aux affaires. Ils sont aux affaires et donc ils ont des choses à prouver. Ils sont à la manœuvre pour dire vraiment les mots, même si ils sont à la manœuvre. Et maintenant, les gens attendent de voir tout ce qu'on leur a promis, parce que c'est des promesses.
C'est des promesses, c'est des partis politiques comme des autres. Ce sont des gens qui ont fait rêver et que donc par la suite, le rêve, il y a le jour se lève, hein. Je veux dire, puis il faut voir ce que c'est. On peut pas l'attendre éternellement, bien sûr. Voilà. En revanche, c'est-à-dire que la Libye est dans une autre projection quand même. Les élections n'ont pas porté au pouvoir les islamistes. Est-ce que c'est une surprise? Oui et non, oui. Oui et non, parce que en Libye, il n'y avait pas avant. Vous savez, les frères musulmans, ils ont une histoire très ancienne. Tout à fait. En Égypte, c'est plus d'un siècle, hein, enfin, disons, depuis Hassan al-Banna et même avant, Saïd Qutb, etc. En Tunisie, le mouvement de Nahda est structuré et présent en Tunisie depuis les années 70, et en Libye, il n'y en avait pas. C'est une mouvance structurée, organisée politiquement comme ça l'est. Donc, à la limite, non, c'est pas vraiment une surprise. Il n'y a pas vraiment de mouvement. Mais là encore, les problèmes ne sont pas réglés, puisqu'il y a toujours des milices qui portent des armes, il y a toujours des problèmes pour élaborer une constitution. Le problème libyen, il est plus complexe, puisque vous avez un système qui a gouverné pendant très longtemps, bizarre, qui ne laisse ni État, ni société bien intégrée entre elles, ni formation, ni force politique, ni rien du tout. Donc on est face... Même pas des forces sociales en réalité. Même pas des forces sociales, pas de syndicats. En réalité, sur le fond, la Libye est restée sur le fonctionnement de la tribu. De la tribu, c'est ça. Je voulais en arriver à ça. Et les conflits, la violence qui sous-tend les conflits en Libye sont plus tribales que religieux. Il existe, bien entendu, des courants religieux, comme partout, mais il y a aussi cette dimension tribale que vous ne trouvez pas en Tunisie. En Tunisie, cette dimension-là n'existe pas. En Tunisie, le débat est clair entre tenants de l'islam politique et tenants de la laïcité. Mais ceci dit, en Libye aussi, le débat démocratique est amorcé. Les Berbères eux-mêmes font éruption dans la cité, alors qu'ils ont été réprimés, donc ils ont des revendications, et donc les uns et les autres essayent de s'écouter. Ce n'est pas toujours facile, mais il y a quand même une amorce démocratique. Et au Maroc alors, qu'est-ce qui se passe au Maroc aujourd'hui? On a l'impression que c'est calme, hein. C'est un peu comme l'Algérie. Oui. Écoutez, le Maroc, c'est vrai que ça reste quand même un pays d'exception par rapport à ce genre de mouvement. Le pays, il a une histoire particulière. Bien sûr. Il a une histoire très particulière, au moins sur un plan historique. C'est un pays qui n'a jamais connu de présence ottomane, par exemple. C'est très important. Oui. C'est très important parce que ça a modifié le comportement des uns et des autres. Et donc ce pays-là n'a pas connu cette présence qui a duré des siècles, qui n'a pas duré. Tout à fait. Elle a duré 3 siècles en Algérie. Il a duré 4-5 siècles au Moyen-Orient. Même si les Turcs n'avaient pas toute l'Algérie. Hein. Mais quand même. Il y avait quand même des petites républiques qui n'étaient jamais soumises aux Ottomans. Bien sûr. La Kabylie est restée largement autonome du système turc. Voilà. Mais l'administration était contrôlée par les Turcs. Donc, le Maroc n'a pas connu cette présence-là, du tout, ni physique, ni administratif. La France, la présence française, c'était 40 ans, c'est 1912, 1953. Sauf en protectorat, c'était une colonie, mais bon. Oui. Donc, peut-être, il y a aussi la forme politique. La monarchie marocaine était une vieille monarchie. Le Maroc n'a jamais connu d'autre système politique autre que celui-là. Que la monarchie. Beaucoup de dynasties se sont succédées. C'est la dernière dynastie qui gouverne le Maroc, les Alaouites, ils sont là depuis 4 siècles. Ce n'est pas d'avant-hier. Et donc, vous avez quelque chose basé enraciné et les Marocains, on peut dire ce qu'on veut. Il y a 2 ou 3 constances sur lesquelles on peut considérer que la monarchie est une légitimité héréditaire réelle. Ce n'est pas une invention. Je parlais de la télévision algérienne, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que les choses soient claires. On peut critiquer ce qu'on veut. Mais il y a des réalités au Maroc qui sont une réalité populaire. Que la monarchie ait une légitimité héréditaire, que les Marocains soient monarchistes dans leur écrasante majorité. Il y a une minorité mais qui n'ose même pas le dire, puisque ce n'est pas... Sur certains forums de l'Internet, on le dit, mais c'est très minoritaire. Parce que ce n'est pas populaire. Ce n'est pas populaire. Oui. Je dis que ce pays-là n'a jamais connu d'autre système politique. À un certain moment, on considérait que la monarchie... Le problème, il est là. C'est qu'à un certain moment, on considérait que la monarchie est antagonique avec la démocratie. Maintenant, on comprend que non, qu'on peut vivre sous un régime monarchique,
comme d'autres pays européens, tout en étant démocratique. Tout à fait. Le problème, c'est est-ce que le Maroc est dans ce schéma-là ou pas? Il ne l'est pas à 100%, mais il l'est à 50%. Le Maroc, ou à 60%. Le Maroc, il y a un cheminement. Il y a un cheminement, et on voit très bien que normalement, si les choses se passent bien, que l'objectif, à terme, c'est d'arriver à un système monarchique qui ressemblerait à l'espagnol, à terme, je ne dis pas aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est un objectif à atteindre dans quelques années peut-être. Et les Marocains, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Les Marocains, ils en ont conscients de cette. Il y en a qui veulent accélérer le pas, d'autres disent, il y a des forces conservatrices, et qui veulent bloquer tout, et qui ne veulent pas aller vers une libéralisation du système. Il y en a qui veulent aller très vite. Il y en a qui... il est où la moyenne? Moi, je dis, par exemple, que le Maroc peut se permettre maintenant, à moyen terme, ou à court terme, dans les 5-10 années à venir, de passer, dans les 10 années à venir, de changer encore de constitution et d'arriver à une monarchie constitutionnelle très proche de l'espagnol, puisque les éléments de garantie de la stabilité existent. Les éléments qui garantissent la cohésion existent. Ça veut dire qu'il y a un consensus, ou pas un consensus, il y a un consensus autour de la forme de la monarchie. Le monarque actuel est populaire. La monarchie en tant qu'institution est acceptée, pas par la force. Il est admise naturellement. Il est admise naturellement. Et c'est ça le nouveau. Mais Cédric, comment on regarde aujourd'hui, en tout cas l'intelligentsia marocaine, comment regarde-t-elle la République de Abdelkrim? Il y a eu quand même cette expérience extraordinaire dans le Rif. La personne d'Abdelkrim Khattabi reste une personne respectée au Maroc. Vous ne trouvez pas quelqu'un du nord au sud, d'est en ouest, qui va critiquer Abdelkrim Khattabi. Donc, quelque part, il est dans le nord du Maroc, par exemple, chez les Rifains, c'est quelqu'un de sacré. C'est quelqu'un de sacré. À ce niveau-là, on avait... Pourquoi? C'est parce qu'Abdelkrim Khattabi s'est élevé contre le colon d'une manière physique. Tout à fait. Contre l'espagnol, et quelqu'un il a battu plusieurs fois le colonisateur, militairement. Mais c'est lui qui a introduit dans le vocabulaire la guérilla urbaine. C'est-à-dire qu'il aura fallu que le général Franco fait appel à Pétain et qu'ils viennent tous les deux pour le combattre dans les montagnes marocaines, et lui avec des fusils. Donc à ce niveau-là, les Marocains lui sont reconnaissants pour ça. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une réconciliation entre cette tradition de Abdelkrim Khattabi avec l'ensemble du Maroc? Il a eu lieu ces deux dernières années. Vous avez beaucoup de gens... De quelle façon? Mais parce que... On a réhabilité un peu le parcours, son histoire. Bien sûr, bien sûr. Et il est fêté. Sa commémoration est toujours là. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui s'inspirent de lui et qui sont des cadres politiques au Maroc assez importants. Je vous en ai parlé de quelqu'un tout à l'heure. Oui. Et donc, il y a les gens du Nord qui étaient très khattabistes, si tu veux. Maintenant, ils ont fait la synthèse entre Abdelkrim Khattabi et entre ce que le pouvoir central leur a apporté. D'accord. Et le Marzen, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une réconciliation de toutes ces valeurs, et peut-être que le fait que la langue tamazight devienne officielle a aidé à ce qu'il y ait cette réconciliation? Bien évidemment, bien sûr. Mais bien sûr, parce que la vitesse avec laquelle je ne dis pas que le système au Maroc, il est propre, non. Oui, bien sûr, on a compris, bien sûr. Non, qu'il y ait des poches, qu'il y ait de résistance, qu'il y ait de la corruption, qu'il y ait de tout ça. Oui, ça on l'a compris, bien sûr. Mais à chaque fois j'y vais là-bas, je vois d'ici, ce que je vois là-bas, ce que je suis... Tu constates des évolutions et les choses avancent, bien sûr. Parce que je vais en venir là, sur la question des droits de l'homme, etc. J'étais étonné que cette histoire de tamazight, on avait un débat fou dans les années 80. Croyez que dès que ce débat émergera, le Maroc explosera. Rien du tout. Et finalement, la langue amazigh est officielle et tous les Marocains l'acceptent. Il n'y a aucun problème. Au contraire. Tout le monde maintenant, écoute, mais pourquoi ne pas... C'est vrai qu'il y en a qui veulent aller très vite encore. Très vite, bien sûr. Très vite encore. Mais sur le fond, vous remarquez que, le tamazight maintenant est inscrit partout. Vous ne pouvez pas voir une conférence ou quelque chose d'officiel puisque la langue est officielle, bien sûr. Donc, obligatoirement. Donc, fatalement,
Dans les années à venir, il faut les manuscrits, les livres scolaires, parce que c'est comme ça, c'est la Constitution. Vous ne pouvez pas. Mais ça n'a pas. L'État est tenu. Ça n'a pas posé un problème de fond. Ça n'a pas. C'est juste quelques arabisants, quelques nationalistes et tout ça pour faire peur. Mais attendez, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Le Maroc explosera. Mais non, mais peut-être qu'ils protégeaient au fait leurs intérêts. Ça existe aussi en Algérie, bien sûr. Bien évidemment. Des gens qui défendent des thèses, mais en réalité, qui sont là pour protéger des intérêts. J'ai le sentiment et la conviction que derrière ce qui s'est passé, le Marocain se retrouve, puisque le Marocain est forcément multiculturel en lui-même. Tout à fait, bien sûr. Et c'est une force, cette diversité culturelle. Il est multiculturel en lui-même. Il a une dimension amazigh fondamentale en lui. Il y a une présence arabe, comme il y a une présence juive, comme il y a une présence, une présence ancienne chrétienne, etc. Mais il y a ces deux axes fondamentaux, le tamazigh et l'arabe, c'est eux qui font l'identité. Avec d'autres. Le Maroc, c'est un pays traversé par les Africains, traversé par le... Tout à fait, c'est un pays de confluence multiple, donc c'est tout à fait... Bien sûr, c'est un pays qui a une histoire très très forte. Comme l'Algérie, bien sûr. Malheureusement, mon ami Cédric, on arrive à la fin de l'émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose rapidement. Écoutez, peut-être pas, mais une autre fois, c'est tellement riche avec toi, Youssef, que voilà, on en a envie de parler encore, mais je sais très bien que oui, mais l'émission donc va se terminer. Les contraintes de la télévision. Voilà. Merci beaucoup, Cédric, d'être venu dans Graffiti. Merci. Vous aussi, mes amis, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.